Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Côme de Cossé-Brissac. Comment tu vas, Côme? Très bien, merci, merci beaucoup Antoine pour l'invitation. Très content de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir discuter de plein de sujets et surtout d'un sujet que j'ai pas encore abordé dans le podcast, à savoir la rénovation énergétique, notamment via ce que vous proposez, à savoir l'école de la formation de la rénovation énergétique La Solive. Mais on va en parler bien entendu tout au long de l'épisode, vu que c'est en plus un sujet d'actualité et qui sera d'actualité très probablement pendant les prochaines semaines, prochaines années. Mais je vais bien sûr te laisser te présenter d'abord, Com, et donc qui es-tu? Alors, qui je suis vaste question. J'ai grandi en Picardie. Je viens d'un petit village près de Senlis, dans le sud de la Picardie. J'ai un parcours d'ingénieur généraliste et je me suis assez rapidement spécialisé sur les enjeux énergie-climat. Globalement, c'est toujours ce qui m'a pas mal intéressé quand j'étais étudiant. J'avais participé au lancement d'une initiative qui s'appelait Pour un réveil écologique, le manifeste pour un réveil écologique à l'époque, qui globalement euh, permettait un petit peu de rassembler, je dirais, ce en quoi on était un petit groupe à croire et qui disait très simplement que en tant qu'étudiant, on avait envie de travailler pour des entreprises, pour des structures qui prenaient sérieusement en compte les enjeux environnementaux et sociaux, pardon, et qui a finalement été finalement signé par à peu près 30 000 étudiants de grandes écoles, ce qui nous a permis aussi de capitaliser sur un petit peu bah, je dirais ce capital et porter notre voix et la voix de ces étudiants à la fois au monde de l'enseignement supérieur, auprès des entreprises, et essayer voilà, de faire un peu bouger les choses. Je pense que c'était mon premier engagement un peu sérieux et concret sur ces sujets-là. Et alors, j'avais pas forcément une âme de militant, donc j'y suis pas resté plus que ça. Mais pendant quelques mois, voilà, le temps de structurer cette voie. Et ensuite, très rapidement, je suis parti travailler un peu dans le conseil, en stage de fin d'études, dans un cabinet de conseil qui s'appelle Carbone 4, spécialisé justement sur ces sujets un peu d'enjeux énergie-climat. Et j'ai découvert plus précisément un peu l'univers du bâtiment. Bon, on pourrait y revenir, le bâtiment, c'est en France en tout cas 45% de notre consommation d'énergie, un peu plus de 25% de nos émissions de gaz à effet de serre, donc c'est clairement un des leviers majeurs aujourd'hui à la fois de décarbonation et de diminution de notre énergie et de dépendance aux énergies fossiles. Donc voilà, j'ai commencé un peu à y travailler et rapidement pareil, je sentais que j'avais besoin de quelque chose un peu différent. Le conseil était peut-être pas ce qui m'intéressait le plus. Mais j'aimais beaucoup ce côté un peu bâtiment et croisé aux enjeux énergie. J'ai rejoint le cabinet de la ministre du Logement à l'époque sur les sujets pour le coup vraiment de rénovation énergétique et de construction neuve, sur vraiment des problématiques plus de politique publique. Et pour faire un peu plus rapidement, mais on pourrait y revenir s'il faut, j'en suis parti il y a un peu plus d'un an et demi pour créer du coup La Solive, qui en deux mots est un petit peu en effet donc une école spécialisée sur la reconversion professionnelle, et on accompagne donc des personnes qui voilà, on décide de changer de vie, de changer de métier, de secteur pour rejoindre la rénovation énergétique, qui est aujourd'hui un secteur qui a du mal à recruter et aujourd'hui le manque de main d'œuvre et de profils plus qualifiés est le principal frein pour la massification et du coup ce grand chantier de la transition écologique. C'est bien, c'est que tu as fait le bon topo de l'échange d'aujourd'hui, avec plein de petites choses plein de petites perches tendues, que je vais bien entendu prendre dès maintenant. D'abord, avant de parler de la Solive et de toute cette partie création que vous avez eue il y a un an et demi maintenant, tu dis de manière très humble que tu t'es tombé, disons, tout doucement sur la partie écologique et que tu as quand même agi au sein de Point Réveil écologique, qui est maintenant devenu un gros sujet quand on connaît l'écologie. Carbone 4, qui est aussi très gros et qui est un des gros représentants en termes de conseils sur ces enjeux-là. Quand même, la base, elle vient d'où ton envie d'aller agir quand même sur les sujets un peu environnementaux? C'est une bonne question. Alors malheureusement, j'ai pas de jolie histoire à raconter sur un choc ou une éco-anxiété très forte qui m'aurait saisi et changé. Euh, non, alors moi je viens du coup d'un petit village en Picardie, comme je disais. On habite un peu au milieu de la forêt et depuis que je suis petit, je pense que c'est quelque chose pour lequel je dirais mes parents étaient très vite assez attentifs.
On a toujours eu un grand potager dans lequel j'ai toujours pas mal travaillé dedans et qui nous a une bonne partie de nos légumes pour l'année. On a depuis très très longtemps des panneaux photovoltaïques. On a géré un peu une prise de conscience sur ces sujets, alors écologiques au sens très très large, un peu sur l'énergie, avec un peu d'autoconsommation, un petit peu sur les sujets alimentaires. Et on a été, alors je dirais pas biberonné, mais en tout cas nos parents enfin mes parents et mes frères et sœurs m'ont toujours pas mal parlé de ces sujets-là et depuis très longtemps, ce qui fait que quand je suis arrivé en école, enfin je me suis de plus en plus rendu compte que c'était des sujets vraiment dimensionnants pour la société et sur lesquels il y avait aujourd'hui des immenses enjeux, ce qui a fait que globalement j'ai décidé de creuser plus par de la lecture, des conférences. Il y a aujourd'hui maintenant plein de gens qui parlent très bien de sujets, de sous-sujets de plus en plus précis. Et c'est un petit peu comme ça que je me suis fait, je pense, une culture et que j'ai décidé finalement de me spécialiser là-dessus. Et puis finalement c'est ça qui m'intéresse. Moi, il y a de tels enjeux et c'est, comme je disais, dimensionnant, mais surtout c'est un tel prérequis à tout ce qui vient derrière, à toute notre société, que je trouve toujours ça pour le coup vraiment intéressant et important de se pencher dessus. Ok. On parlera de ce sujet peut-être aussi à la fin si on a encore du temps, parce que je sais que du coup tu as fait une grande école d'ingénieur et aussi parler de récentes vidéos qui sont sorties sur vu que maintenant tu es devenu un alumni de l'IX, du coup de Polytechnique. On en reparlera peut-être à la fin pour se concentrer d'abord sur la rénovation énergétique. Sur ce sujet-là, donc tu disais que tu avais commencé à comprendre, c'est pas à comprendre, à travailler de manière plus précise sur le sujet des bâtiments au sein de Carbone 4, puis ensuite aller au ministère sur ces sujets-là. À quel moment tu décides de te lancer sur une aventure entrepreneuriale? Pour quelles raisons? Et est-ce que bien sûr maintenant on peut parler de la rénovation énergétique et des tenants et des aboutissants de ce sujet-là par rapport à l'écologie et à l'environnement? Oui, bien sûr. Alors, je prends les deux questions l'une après l'autre. Sur mon parcours perso, je pense que j'ai toujours un petit peu eu cette attirance pour l'entrepreneuriat et il se trouve que c'était sûrement un moment de vie qui était peut-être plus simple, enfin un peu en sortie d'études avec quelques années d'expérience. C'était le bon moment pour le faire pour moi. Donc j'ai eu envie de tenter un peu l'aventure. C'est un peu de la même façon, ça s'est fait à l'opportunité. J'ai rencontré Ariane, qui est aujourd'hui mon associé, qui m'a rapidement un peu chez le projet. Moi, je parlais déjà toute la journée avec des boîtes du secteur de la réno énergétique qui me disaient que ils avaient du mal à recruter et que malgré de plus en plus d'aides et des incitations de plus en plus fortes, en fait, aujourd'hui, leur principal frein, c'était pas d'avoir plus d'argent, c'était surtout d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée qui était prête à faire les travaux, à aller installer des nouvelles chaudières, faire la maintenance de ces chaudières, à aller isoler les bâtiments. Donc, quand Ariane m'a parlé un peu de cet embryon de projet sur former des personnes en reconversion professionnelle sur ces métiers-là, ça m'a rapidement parlé et donc on a décidé, à ce moment-là, elle était déjà partie et moi du coup j'ai décidé de partir pour tenter un peu cette aventure et en fait ça s'est rapidement confirmé à la fois côté entreprise où il y a aujourd'hui un énorme besoin de recrutement dans le secteur et qui va aller croissant parce qu'en fait on n'est pas du tout au rythme des rénovations qu'on devrait avoir, mais à la limite on en reparlera juste après. Et pour autant, il y a déjà des vraies tensions sur l'emploi dans ce secteur. Donc c'était vraiment cette brique-là a été rapidement, en tout cas, confirmée. Et en fait, la deuxième hypothèse qu'on a faite et qu'on est aujourd'hui en train un peu de vérifier, c'est de se dire, en fait, est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont prêts à se reconvertir vers ces métiers-là, qui n'ont pas forcément bonne presse. Aujourd'hui, le bâtiment, pour beaucoup de gens, c'est la poubelle de l'orientation et globalement, c'est hors de question que ces enfants fassent ça. Alors que pourtant, ça reste des métiers concrets qu'on n'est pas obligé de faire à Paris, où il peut y avoir un mix d'ordi, de terrain, et ça, finalement, c'est un côté concret qui commence à manquer un peu dans notre société. C'est un enjeu à la fois humain parce qu'il y a beaucoup de relations et en même temps technique. Parce qu'on vient résoudre les problèmes des gens et au-delà de ça, on participe à un des plus gros chantiers de la transition écologique. Donc en fait,
Si je rajoute à ça le fait que en fait les salaires aujourd'hui s'envolent dans le secteur parce qu'il manque du monde, on commence à avoir des métiers qui ont finalement assez peu de raisons d'être autant dévalorisés. Donc c'était un peu le pari et le pari qu'on fait aujourd'hui, parce que on se rend compte qu'il y a finalement pas mal de gens que ça tente de revenir à un métier de l'artisanat, où on peut monter sa boîte, devenir indépendant assez rapidement, où les gens nous attendent comme le Messie, parce qu'en fait, c'est finalement un peu ça qui se passe. Hein. Aujourd'hui, si vous arrivez à avoir un chauffagiste en 3 mois, c'est qu'il est mauvais. Je rigole, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une vraie tension quand même sur tout le secteur. Donc voilà, un petit peu les raisons, et du coup maintenant le projet est lancé. Voilà un peu je dirais les raisons et le cheminement qui a fait que je me suis lancé. Et alors si je reviens d'un point de vue pour le coup beaucoup plus macro sur la réno, donc comme je disais un peu en préambule aujourd'hui, donc le bâtiment en France, c'est à peu près 45% de notre consommation d'énergie primaire et 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Globalement, sur les 25% d'émissions de gaz à effet de serre, il y a 2% qui sont vraiment sur la construction, donc la construction de nouveaux bâtiments. Aujourd'hui, on construit à peu près 1% de tout le parc existant chaque année, donc bon, il y a quand même une évolution. Et on pourra parler des réglementations, mais il y a de nouvelles réglementations, notamment dans le neuf, qui font que les bâtiments qui sont construits aujourd'hui, avec notamment la RE 2020, sont des bâtiments qui sont aujourd'hui au standard auquel on aimerait amener tout le reste du parc en 2050. Donc disons que ce qu'on construit à partir de maintenant, il n'y aura pas forcément besoin de le rénover, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Heureusement. Si on fait un peu le calcul d'1% par an, on se rend compte qu'en 2050, en fait, 75% du parc immobilier de France de 2050, il existe déjà. Et lui, pour le coup, il est loin, loin, loin d'être au niveau qu'on dit on appelle ça BBC rénovation pour bâtiment basse consommation. Et ce niveau BBC rénovation, il va falloir y arriver en faisant ce qu'on appelle aujourd'hui de la rénovation énergétique. Et du coup, très rapidement, la rénovation énergétique, c'est tous les gestes qui vont permettre de à la fois diminuer la consommation des bâtiments, donc l'isolation, changer toutes les menuiseries, les portes, les fenêtres, les baies vitrées, changer les systèmes de ventilation et tout ce qui va être l'optimisation des systèmes de chauffage, mettre des systèmes de chauffage plus efficients, etc. Donc voilà, d'un côté, réduire les besoins de consommation de nos bâtiments, et d'un autre côté, que le moins de consommation, donc vraiment l'idée de sobriété, le moins de consommation qu'on ait à faire, il soit fait de manière la plus vertueuse possible. Sur ces deux parties-là, donc tu disais la partie entre guillemets chauffage et la partie rénovation énergétique en tant que telle. Est-ce qu'on a sur quel sujet on est les plus éloignés en France? C'est une bonne question. Je suis pas sûr d'avoir la réponse, pour être très honnête, et je pense que c'est un peu compliqué. Ce qui est sûr globalement, c'est que aujourd'hui, on se trouve un peu dans une logique de rénovation énergétique par geste. Alors ça vient de plein de choses différentes. On a des corps de métiers qui sont assez différents. Et aujourd'hui, quelqu'un qui va venir isoler votre façade, donc un façadier, ou par l'intérieur de votre maison, donc plutôt un plaquiste, c'est pas du tout les mêmes métiers déjà. C'est pas du tout les mêmes métiers entre eux, et c'est absolument pas les mêmes métiers que quelqu'un qui va venir faire un chauffagiste qui va venir vous installer une chaudière à bois par exemple, qui est lui-même d'ailleurs pas du tout la même personne que celle qui va venir installer une pompe à chaleur. Donc on a quand même des corps de métiers qui sont assez silotés, et ça a 2000 ans. Enfin c'est vraiment ça a toujours été comme ça. Et en fait, donc il se trouve que du coup, ce qui se passe le plus souvent, c'est que les personnes qui décident de faire des travaux de rénovation énergétique, ils le font, comme on dit, plutôt geste par geste. Et donc, ils viennent soit isoler leurs combles, isoler, je sais pas, la sous-face des planchers, donc par exemple par la cave, le plancher. Ils viennent isoler les murs, ils viennent changer les menuiseries, ils viennent changer le système de chauffage, ils viennent changer le ballon d'eau chaude, mais ils font tout ceci un peu indépendamment du reste. Et alors, j'ai oublié de parler de la ventilation, parce qu'évidemment, tout le monde l'oublie, alors que c'est vraiment clé. Mais voilà, aujourd'hui, on est plutôt dans cette logique-là qui pose pas mal de problèmes, mais je pourrais y revenir juste après. Et on sent qu'on a un marché qui est en train doucement d'aller vers ce qu'on appelle pour le coup la rénovation énergétique globale. La réno globale, c'est vraiment cette idée de penser la rénovation énergétique de sa maison ou de son immeuble en une seule fois, en prenant en compte justement tous ces lots de travaux. Et si je vous donne un exemple pour être très concret,
Aujourd'hui, par exemple, imaginez que vous ayez envie de faire une rénovation énergétique assez performante de chez vous, et que vous commencez par exemple par le chauffage. Vous mettez par exemple une chaudière à bois de 12 kilowatts. Votre maison, elle est assez mal isolée, hein. Du coup, vous avez une grosse chaudière. Vous commencez par l'installer et parce que vous aviez décidé de faire des travaux 2 ou 3 ans plus tard, vous isolez votre maison. Très concrètement, ce qui se passe, et alors imaginons même que vous ne mettez pas de ventilation ou vous utilisez les ventilations existantes, ce qui va se passer, c'est que vous allez du coup avoir un système de chauffage qui est pas très pilotable, hein. Une chaudière à bois, ça fait toute la chaleur qu'on lui demande et c'est dur de la faire moduler. En fait, vous allez avoir d'un coup une chaudière qui va vous chauffer très fort parce que vous aviez une maison qui n'était pas isolée, donc il fallait chauffer fort pour la garder à température. D'un coup, vous venez très bien isoler. Donc en fait, vous avez un système de chauffage qui est complètement surdimensionné. Alors, au-delà du fait que ça vous a coûté beaucoup plus cher que si vous l'aviez fait dans l'autre sens, en fait, ça va même induire vraiment des pathologies dans votre maison, parce que vous allez soit l'allumer, l'éteindre tout le temps pour rester à peu près à la même température, ce qui va évidemment l'abîmer, soit vous allez globalement l'utiliser trop et devoir refroidir en ouvrant les fenêtres. Et au-delà de ça, il y a des problèmes d'humidité qui vont s'accumuler, ça va commencer à pourrir dans les murs, ce qui fait que, en fait, le simple fait de ne pas avoir fait les choses dans le bon sens vont induire, ou simplement de ne pas l'avoir réfléchi dans son ensemble, va derrière créer plus de pathologies, que ça va vraiment résoudre de problèmes. Peut-être que pendant 1 ou 2 ans, vous aurez et vous paierez moins de factures. Rapidement après, tout va commencer à se dérégler. Donc c'est un petit peu ce changement-là qui est en train de s'opérer. On se rend compte de l'importance de réfléchir d'un point de vue global sur tous les autres travaux de la réno énergétique. Et du coup, pour répondre à ta question initiale qui est sur quoi est-ce qu'on est le plus en avance ou le plus en retard, aujourd'hui, c'est assez dur de répondre à cette question. On a structurellement un retard sur le niveau d'isolation des bâtiments et on a structurellement un retard sur les modes de chauffage qui sont aujourd'hui principalement utilisés dans le résidentiel, tertiaire. Tout ce que je dis vaut évidemment à la fois pour une maison, mais pour des bureaux, pour du logement collectif ou de la maison individuelle. Okay. Oui, donc on est autant en retard sur les deux, quoi. Si on résume. On peut dire. En tout cas, on n'a pas d'avance sur un des deux. Tu disais donc de réfléchir de manière globale et que ça a commencé du coup à aller sur cette habitude-là de réflexion globale. Donc, pour toi, le début, c'est d'abord l'isolation, si on doit un peu aiguiller les auditeurs et auditrices. Alors, en effet, pour aiguiller, un peu sur exactement le petit schéma, le petit exemple que je vous ai donné tout à l'heure, la bonne manière, en effet, de réfléchir, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas mal de bon sens, c'est de se dire, dans un premier temps, on a un réflexe de sobriété, on diminue nos besoins énergétiques, et pour ça, en fait, on vient isoler, en effet, sa maison ou son logement. Isoler, ça veut dire isoler les murs, comme je disais, isoler le toit, isoler les planchers, isoler les menuiseries, puis les portes. Alors, évidemment, ça, c'est dans un monde parfait, il y a plein de cas pour lesquels, en fait, il y a déjà eu des travaux, donc je parle d'un point de vue très théorique. La réalité chantier évidemment n'a rien à voir, et donc il faut justement avoir un vrai travail d'intelligence pratique, de se dire chaque projet est unique en fait, et c'est vraiment ça qui est aussi intellectuellement si satisfaisant dans la rénovation énergétique. Et donc en effet, dans un premier temps, on vient diminuer le besoin énergétique du bâtiment. Dans un second temps, on vient vraiment s'attaquer à la ventilation. Pourquoi je dis ça? Parce que dans beaucoup de bâtiments existants, déjà, il n'y a pas forcément de système de ventilation. Et vous imaginez bien que vous avez beau avoir la meilleure coque thermique du monde, à partir du moment où globalement vous avez des trous partout dans les murs, l'air froid va rentrer et en fait vous avez beau chauffer, c'est un peu comme si vous alliez chauffer l'extérieur. Donc, la deuxième réflexion, c'est on isole bien, on crée une maison qui va être étanche à l'air. L'étanchéité à l'air, c'est quelque chose qui est super important. Et une fois qu'on a fait une belle étanchéité à l'air, on vient rajouter un système de ventilation qui va permettre justement de venir ventiler et bien ventiler le logement. Ce qui est super important dans la ventilation, c'est en plus de ça, de pouvoir évacuer surtout l'humidité qui est dans votre maison. Il y a beaucoup de gens qui font des travaux d'isolation et qui derrière ne viennent pas ventiler. En fait, si vous isolez très bien, que vous empêchez l'air de sortir et de rentrer, rapidement, vous allez prendre votre douche, faire sécher votre linge, faire du sport chez vous, et vous allez en fait dégager énormément d'eau qui va venir condenser sur tous les petits ponts thermiques que vous allez avoir chez vous. Et en fait, ça va vraiment pourrir, au sens très strict, pourrir vos murs, oui. Qui vont se mettre du coup à avoir des grosses taches de moisissure, ce qui est à la fois peu esthétique et surtout structurellement un petit peu risqué. Donc voilà, un peu ces deux premiers réflexes-là.
Et le dernier, une fois qu'on a vraiment diminué notre besoin de consommation, qu'on a une belle qualité de l'air, ça va être de venir optimiser les systèmes de chauffage et venir, en effet, soit changer une vieille chaudière ou des vieux convecteurs, etc. Et au-dessus, c'est du cas par cas, il n'y a pas de solution miracle du tout. Et de temps en temps, une chaudière à gaz, c'est malheureusement ou heureusement la seule installation qu'on va être capable d'installer. Ok. Sur tous ces sujets-là, on a abordé plein de sujets, bien entendu, dans ce que tu viens de nous expliquer. Concrètement, quand on a son logement, on souhaite du coup le rénover, le mettre aux normes. Tout ce que tu dis là, est-ce que c'est compris dans la performance énergétique d'un appartement, d'une maison, etc. C'est ça qu'en gros qui est mesuré à chaque fois quand on va je sais pas, louer son appartement D, E, F ou Ouais. ABC dans les meilleurs cas. C'est ça en gros qui est testé à chaque fois. Alors exactement, pour te donner quelque chose de très concret, la performance dont tu parles, ça s'appelle le DPE. C'est le diagnostic de performance énergétique. C'est cette petite étiquette entre A et G que vous allez retrouver notamment sur les agences immobilières, sur les annonces des agences immobilières. Ce DPE-là, c'est exactement en fait ce dont je viens de vous parler. C'est un diagnostiqueur qui va venir chez vous et qui va prendre un petit peu une photo thermique de votre maison. Il va modéliser en regardant ce que vous avez dans vos murs, ce que vous avez comme fenêtres, les trous que vous allez avoir un peu partout chez vous, et votre système de chauffage qui va venir rentrer ça dans un logiciel de calcul thermique et qui va vous sortir alors à la fois la petite lettre qui synthétise un petit peu justement la consommation énergétique de votre maison et ses émissions de gaz à effet de serre, et qui va vous donner un petit peu plus détaillé globalement par où part majoritairement votre énergie. Et en fait, c'est vraiment cette photo de base, donc qui est le DPE et qui se retrouve partout et qui est obligatoire d'ailleurs depuis l'été dernier, à partir du moment où vous voulez vendre ou louer une maison, qui a été complètement revue. Il y avait beaucoup de problèmes structurels auparavant, et donc maintenant on a un DPE qui a été quand même vraiment bien fiabilisé. Alors il y a eu beaucoup de problèmes au démarrage, mais on commence à atterrir sur une version qui est bien stabilisée. C'est vraiment à partir de cette photo thermique de votre logement que vous allez pouvoir ensuite commencer à construire un petit peu des bons scénarios de travaux pour venir diminuer votre consommation d'énergie. Avant de parler sur la partie formation en tant que telle, hein, qui est surtout votre cœur de sujet, bien entendu, il y a l'expertise sur la partie rénovation énergétique et tous les penchants qui y sont liés, mais sur les aides qui peuvent exister de l'État au quotidien et les difficultés aussi que peuvent avoir les personnes qui souhaiteraient se lancer dedans. Qu'est-ce qui existe? Alors, je pense qu'en préambule, sans aller dans le détail, etc., parce qu'en plus ça change, etc. Si vous écoutez l'épisode maintenant ou dans 1 an ou 2 ans, j'imagine que ça changera aussi. Dans un plus global, qu'est-ce qui est mis en place d'un point de vue étatique et qu'est-ce qu'on peut faire aussi de notre côté pour essayer d'accélérer un peu tout ça? Alors, d'un point de vue très macro, c'est vrai que c'est un bon bordel. Pour parler un peu crûment. Aujourd'hui, donc il y a énormément d'aides qui existent à la rénovation énergétique. En préambule, je préfère préciser, il y a beaucoup d'aides qui existent sans aucune condition d'ailleurs de ressources, etc. Et il y a des aides pour le coup qui vont être beaucoup plus progressives et aider plus ceux qui en ont le plus besoin. Je dirais qu'il y a 2 aides principales. Si on retient qu'elles, ça permet déjà globalement souvent d'avoir des travaux qui sont bien financés. La première, c'est une aide qui est mise en place par l'État, qui s'appelle MaPrimeRénov' aujourd'hui, et qui vient financer globalement à peu près tous les types de travaux, geste par geste. Et si vous faites des projets plus globaux, justement, il y a des forfaits qui sont débloqués sur des montants d'aide plus importants pour pouvoir globalement aller pousser des travaux de rénovation énergétique globaux. Je mets un petit peu des guillemets. Aujourd'hui, c'est pas non plus la grande focale. Mais ça, il existe déjà une aide de donc MaPrimeRénov' qui permet de financer entre 5 à 40% des travaux. Ça dépend tellement des travaux que c'est dur de vous donner une fourchette exacte. Mais donc, il y a cette première aide-là qui va venir se cumuler avec une seconde aide qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, donc les C2E. Dans le jargon. Et ça, c'est une aide qui va être directement, en fait, versée par les grands énergéticiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, EDF, Total, Engie et tous ceux qui vendent de l'énergie
ont une obligation de vendre et de l'énergie et des économies d'énergie. Et donc, il y a un peu un côté schizophrène de vendre à la fois le pétrole et ce qui permet d'en consommer moins. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Et pour chaque litre de pétrole vendu, Total a une obligation de payer tant d'économie d'énergie et par là, du coup, tant de rénovation énergétique. Ce qui fait que c'est donc les C2E en tant que tel, c'est une aide qui est aujourd'hui vraiment substantielle. On parle de 4 milliards par an à peu près, qui est principalement fléchée sur la rénovation énergétique. On pourrait en parler pendant des heures tellement c'est... Ouais. On va rester là. Et souvent, c'est une aide qui est directement déduite par l'artisan sur la facture. Donc en fait, quand vous recevez en tant que client un devis, vous pouvez avoir une petite mention C2E qui est déjà une première aide qui permet d'alléger généralement quand même pas mal la facture déjà. On va être sur les mêmes proportions en fonction des travaux. Voilà, alors là, c'est vraiment les deux principales aides. Faites attention aussi, j'en profite, pour faire attention, il faut faire attention à ce que son artisan soit labellisé RGE, pour reconnu garant de l'environnement. C'est le label qui permet vraiment d'avoir ces aides, sinon c'est malheureusement pas possible. Moi, j'allais te poser justement la question de savoir quels étaient les freins potentiels et les astuces que tu donnerais pour justement se lancer dans la rénovation énergétique de son appartement, de sa maison, de son habitat. Oui, carrément, j'en donnerai deux. Pour finir rapidement sur les aides, il existe à peu près 2500 autres types d'aides. 2500 étant le vrai chiffre, hein, c'est pas qui vont être généralement octroyés par votre région, votre département, votre communauté de communes, votre intercommunalité, votre commune, votre canton. Et donc chaque strate a généralement son aide avec ses propres critères. Mais bon, si vous êtes patient etc., il y a pour le coup des collectivités qui offrent des aides très intéressantes. Donc ça peut aussi être intéressant d'aller regarder de ce côté-là. Donc voilà, en tout cas un peu la partie aide. Alors, deux conseils. Le premier, celui que je donnais, de faire attention à ce que son artisan soit reconnu garant de l'environnement. Sinon, en fait, vous vous retrouverez à la fin sans possibilité d'aller chercher des aides de l'État, ce qui est dommage. Le deuxième conseil, je vous invite peut-être à vous faire entourer par un professionnel. Alors aujourd'hui, il existe des professionnels qu'on appelle des auditeurs énergétiques qui font qui ont pour rôle et pour fonction de vous accompagner et de vous guider un peu dans ce dédale-là, à la fois d'un point de vue technique, donc c'est-à-dire qu'ils vont venir chez vous, faire un peu comme le DPE, mais surtout venir derrière vous aider sur la prescription des travaux. Très concrètement, en fonction de vos besoins et de votre logement, vous aider sur quels travaux est-ce que vous devez globalement faire, vous devriez faire ou vous avez envie de faire, et ils s'adaptent ensuite à votre besoin. Et ils peuvent vous accompagner ensuite, surtout sur la partie administrative et financière, aller chercher pour vous des aides, etc. Et donc, globalement, c'est vrai que c'est une prestation qui va être qui est généralement facturée entre 800 et 1200 euros. Très sincèrement, c'est souvent très rentable parce qu'en fait, ils vont tellement vous chercher des aides que vous n'auriez pas été capable d'aller faire et vous empêchent de faire des bêtises qui généralement sont largement remboursées. Encore faut-il tomber évidemment sur un auditeur pertinent et performant, mais ça, c'est généralement une bonne porte d'entrée. Et si vous souhaitez en trouver, il y a aujourd'hui un service public qui s'appelle France Rénov maintenant, qui permet de donner des conseils, en tout cas de premier niveau, si vous savez vraiment pas du tout par quel bout prendre le problème. Pour parler plus concrètement de ce que vous faites, de la reconversion professionnelle, bien sûr, là, on a discuté de la partie rénovation énergétique, ça paraît honnêtement assez complexe. Comment ça se passe cette reconversion professionnelle et à quel point c'est accessible à tous? Très bonne question. C'était vraiment une idée un peu de base du projet, de se dire que aujourd'hui la transition écologique, ça parle à une certaine frange de la population et pas à tout le monde, pour pas mal de raisons. Et aujourd'hui, il y a eu un peu des polarisations autour de la transition écologique qui n'a pas vraiment lieu d'être parce qu'en fait, ça va vraiment toucher tout le monde. Et il se trouve que dans la rénovation énergétique, il y a besoin de profils qui sont très différents. On va aller vraiment de la personne qui va poser l'isolation à celle qui va gérer des équipes, la personne qui va poser les installations de chauffage, celle qui va faire la maintenance, les personnes qui vont coordonner les chantiers, celles qui vont vendre ces chantiers-là. Et je dirais que dans la rénovation énergétique à proprement parler, il y a de la place vraiment pour
tous les profils. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous animait au démarrage, c'est de se dire que en fait, c'est vraiment un pan de la transition écologique sur lequel, il y a un besoin pour potentiellement tout le monde. Et si je prends pour l'instant notre cas plus particulièrement, au sein de la Solive, nous, on a aujourd'hui surtout vraiment 2-3 parcours de reconversion professionnelle. Alors, un premier qui est pour le coup un parcours qu'on appelle nous de chef de projet en rénovation énergétique. Très concrètement, c'est un peu ce rôle d'accompagnateur dont on parlait. C'est des personnes qui vont être capables de venir faire l'évaluation énergétique de vos logements, qui va vous accompagner sur la partie technique, administrative, financière, jusqu'à potentiellement aller vous aider à chercher des artisans pour faire ces travaux-là. Donc ça, c'est, je dirais, un premier profil un peu polyvalent, à la fois qui va être capable de... Bon, globalement, voilà, vous avez à peu près compris, sans rentrer trop dans le détail. On a des parcours pour le coup, personnes qui vont être capables, des techniciens qui vont être capables de faire la maintenance de pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, etc. Donc là, pour le coup, c'est des personnes qui comprennent vraiment d'un point de vue très technique comment fonctionnent les machines thermodynamiques, donc pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, et qui vont être capables, s'il y a des pannes, de les réparer, de pouvoir les installer, globalement un peu être capable de potentiellement coordonner la pose, faire le dimensionnement de ces systèmes, et un parcours pour le coup, poseur. Et donc là, c'est vraiment poseur sur les systèmes décarbonés. Et donc là, c'est vraiment des personnes qui vont venir faire la pose, l'installation, la mise en service de pompes à chaleur, de chaudières bois, de poêles à bois, et donc qui ont des compétences vraiment beaucoup très techniques, assez variées. Hein. On parle à la fois de fluide, de fumée, de prise à l'air, etc. Mais donc voilà. En tout cas, et donc là, ne serait-ce que dans un peu ces différents parcours, en fait, ça s'adresse à des personnes qui ont un niveau potentiellement bac plus 5, entre bac plus 2 et bac plus 5 initialement, à des personnes qui aujourd'hui sont vraiment plus sur la technique pure et donc potentiellement même pas le bac. Aujourd'hui, on a plein de personnes qui viennent nous voir et qui n'ont même pas le bac et qui ont envie de prendre un nouveau départ, de monter en compétences sur ces sujets-là, et ça marche pas bien. Comment ça se passe quand les personnes viennent vous voir? Elles viennent avec l'envie de faire chef de projet, ou elles vous disent j'ai envie de travailler dans la rénovation énergétique, ça a l'air un métier porteur. Et ensuite vous les redirigez. Comment ça se passe cette partie-là? Alors oui, il y a un petit peu de ça. Honnêtement, il n'y a pas vraiment. On aimerait bien, hein, mais il n'y a pas vraiment de process standardisé. En fait, c'est de la reconversion pro, donc on a des gens qui viennent nous voir avec, je dirais, des stades d'avancement dans leur projet qui n'ont rien à voir. Il y en a, ça fait 2 ans qu'ils rêvent que d'une chose, c'est de se reconvertir dans la rénovation énergétique parce que toute leur famille sont. Il y a plein de raisons. D'autres personnes qui me disent, et honnêtement, on a déjà eu, je me renseigne parce que j'ai envie de me reconvertir dans 3-4 ans. Et c'est vraiment des gens qui anticipent beaucoup, mais tout ça veut dire qu'il y a vraiment les deux extrêmes. Et en effet, des personnes qui se rendent compte en discutant pour affiner leur projet pro que en fait, ce qu'elles veulent, c'est pas devenir chef de projet, c'est plutôt technicien de maintenance. Ou ce qu'elles veulent, par exemple, serait monter leur boîte dans la partie pose de pompe à chaleur, de système décarboné. Et à ce moment-là, elle se redirige plutôt vers ça. C'est vrai que c'est des secteurs sur lesquels en plus on peut facilement monter sa boîte ou se mettre à son compte, donc ça attire aussi pour ces raisons-là. Mais donc globalement, pour le coup, il y a à partir du moment où les personnes ont soit un projet, soit un peu une esquisse de projet, d'idée, elles nous contactent. Et d'ailleurs, si parmi vous il y en a qui hésitent, n'hésitez pas pour le coup à nous contacter, et on est aussi là pour orienter. Et dans les deux sens, hein, on a donc c'est des parcours qui sont sélectifs et on refuse beaucoup de monde, pas forcément même que sur des questions techniques, parce qu'en fait la majeure partie des gens, c'est souvent par manque de parce que les gens n'ont pas assez mûri, les personnes qui nous contactent n'ont pas assez mûri leur projet pro. Ça reste un secteur très particulier, c'est le bâtiment. On a plein de gens qui s'en font des fantasmes ou des idées et en fait qui se représentent pas très bien ce que ça veut dire très concrètement. Donc on les accompagne à ce moment-là plutôt pour aller visiter des chantiers, rencontrer des professionnels pour continuer un peu de mûrir ce projet pro, plutôt que de se retrouver avec des personnes qui en fait idéalisaient un petit peu un secteur ou un métier et finalement arrêtaient en cours de route parce qu'elles se rendent compte que le chantier c'est pas beau et c'est plus quoi. Ouais. Bon, après ce que tu disais, c'est que c'est là aussi l'un des sujets, c'est que en effet vous n'allez pas former des personnes pour les former, d'autant plus le besoin qu'on a d'avoir de plus en plus de personnes qui sont employées sur ce secteur-là. Ce serait
perdre beaucoup d'énergie et avoir, j'imagine, aussi moins d'impact de votre côté. Pour rester juste sur ces trois métiers, concrètement en termes de salaire, où est-ce qu'on se situe sur ces trois métiers-là? Très bonne question. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est vrai que c'est des salaires qui sont plutôt à la hausse parce que c'est une pénurie, il y a une vraie pénurie de compétences et ça se ressent. Alors, je vais donner peut-être deux types de fourchettes. Il y a une fourchette, alors comme je disais au démarrage, c'est vrai que c'est des métiers sur lesquels c'est assez facile de se mettre à son compte. Et d'ailleurs, généralement, au bout de 2-3 ans, tout le monde est un peu à son compte. Et donc, il y a un peu différents types de fourchettes. Sur le chef de projet, qui est peut-être le profil sur lequel il y a le moins de possibilités de monter sa boîte, quoique, on est sur des salaires qui peuvent aller globalement de 2000 à 3500 euros, 2000 plutôt sur la partie service public, associatif, etc. Et 3500 euros pour des auditeurs énergétiques, pour des technico-commerciaux, ça peut même encore monter. Donc voilà, je dirais que sur le métier, on est globalement entre 2500 et 3500 euros brut mensuel. Donc ça peut être clairement intéressant. Sur un métier pour le coup de technicien de maintenance, on va être en tant que salarié, à peu près les mêmes fourchettes, globalement, 2500, 3500, voire plutôt au-dessus de 3000, ça dépend aussi du niveau de technicité. Et si on est à son compte, pour le coup, ça peut monter à 5-7 000 quand on a sa propre structure. Et pour la partie pause, pour le coup, c'est des salaires qui sont généralement entre 2 et 3 000 euros en brut mensuel. Encore une fois, c'est un peu les salaires d'entrée. Avec derrière des perspectives d'évolution, et quand on est à son compte, c'est pareil entre 4 et 6 000 euros sur la partie pause. Ouais, donc c'est quand même c'est des beaux salaires et une belle marge de progression entre juniors au moment où on sort de reconversion professionnelle et au fur et à mesure des années d'expérience, j'imagine que ça augmente comme tu pouvais l'indiquer. Sur ces métiers-là, à quel point comment dire, sur ces métiers-là, à quel point c'est difficile de trouver des personnes qui veulent se lancer sur ça. Comment est-ce que vous arrivez à je vais dire prêcher la bonne parole sur la rénovation énergétique, ou est-ce que c'est vraiment uniquement des leads entrants de personnes qui souhaitent uniquement se reconvertir? Alors nous, on travaille avec pas mal de personnes, pas mal d'acteurs de la reconversion professionnelle. Et alors tu parles de prêcher la bonne parole. Nous, alors déjà, je pense qu'il y a un peu deux aspects. On essaie de peut-être démystifier un petit peu ces métiers et en fait les revaloriser pour le coup vraiment à leur juste valeur. Juste d'expliquer très concrètement ce que c'est. Il y a un peu un changement quand même de vision et de regard sur ces métiers-là. Et nous, on a plein d'élèves qui globalement nous ont rejoints et se sont rendus compte en parlant autour d'eux, et au début ils savaient pas très bien ce que les gens allaient dire et leur entourage allait dire, et qui en parlant autour d'eux en fait se sont rendus compte que en fait il y avait plutôt des étoiles dans les yeux. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant de se rendre compte qu'il y a quand même vraiment un changement là-dessus. Alors pas toujours, mais ça commence. Et donc nous, on a une vraie mission déjà de donner la parole aux professionnels, à nos élèves qui se reconvertissent, pour déjà que les personnes qui sont en reconversion professionnelle puissent s'identifier et potentiellement sauter le pas, se rendre compte que finalement il y a des gens qui leur ressemblent et qui ont sauté le pas, pour qui ça s'est très bien passé, qui ont en fait des perspectives qui leur correspondent beaucoup plus, un métier qui correspond plus à leurs valeurs, à ce qu'elles ont envie de faire, avec en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, plus de concret, plus de possibilités d'évolution, de changement de vie à proprement parler. Donc il y a déjà un premier travail justement de mettre plus en lumière des personnes qui aujourd'hui font ce métier-là, qui sont soit pas trop regardées, soit pas trop envisagées pour plein de raisons. Et aujourd'hui, donc on travaille avec nous des acteurs de la reconversion professionnelle, des bilans de compétences, des conseillers en évolution professionnelle, des acteurs de la reconversion, comme Pôle emploi, l'APEC, mais il y a évidemment des milliers de structures. On travaille aussi avec les entreprises à proprement parler, pour justement aller
un petit peu montrer très concrètement à quoi peuvent correspondre ces métiers-là. Donc, en fait, c'est principalement de la pédagogie et de la mise en lumière, plus que vraiment de la prêche. Et en fait, je pense qu'il y a aussi des évolutions de société qui font que, en fait, c'est assez intéressant, mais aujourd'hui, quand vous parlez de rénovation énergétique, en fait, ça parle à absolument tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde a un chez soi, ou presque, mais pour tous ceux qui ont un chez eux, en fait, c'est hyper important et ça commence à devenir de plus en plus important. Leur sensation de confort, avec le confinement, on s'est rendu compte que chez soi, c'était important de se sentir bien, que en fait il y a des logements qui sont vraiment des passoires thermiques et où on paye des milliers d'euros chaque année pour se chauffer ou être en fait pour certains seulement à 14 ou 15 degrés l'hiver. Et donc on a remis un peu le logement au centre et je pense que du coup ça change un peu le regard que les gens portent sur le secteur. Euh, Avant de terminer par les trois questions de fin, parce que je vois que le temps avance, là je suis un peu en retard, je suis désolé. Je peux te reprendre 5 petites minutes de plus? Ouais, bien sûr. Juste, ouais, 5 pas plus. Je te faut pas faire arriver en retard. Je suis désolé. Tu parlais tout à l'heure de plein de sujets, non, je vais pas parler de ça, ce sera trop long sinon. Tu parlais de pédagogie juste avant. J'ai 10 minutes si tu veux. T'as 10 minutes, nickel. Bon, très bien. Bon, tu parlais de pédagogie juste avant de terminer par la question d'après. De pédagogie, par rapport à ton parcours d'ingénieur, donc l'IX, Polytechnique, etc. À quel point l'évolution de ce type d'école où, bien entendu, des personnes qui souhaitent aussi faire changer le monde s'accélèrent, deviennent de plus en plus importants. À quel point c'est ancré cette pédagogie environnementale, écologique dans les écoles d'ingénieurs de ce type-là? Je pense que ça a pas mal évolué ces dernières années, notamment. Il y a eu quand même beaucoup de mobilisation des étudiants. Moi, je me rappelle que quand j'étais en école, on commençait. Alors, c'était vraiment les élèves les élèves qui ont commencé un peu à mettre à la fois la pression et en fait à prendre un peu même en main ces enseignements-là. On avait fait venir beaucoup d'intervenants pour justement venir faire des conférences un peu à tout le monde. Au fur et à mesure, il y a des formations et des briques de formation sur les enjeux climat, les enjeux énergie, les enjeux environnementaux qui commencent à se mettre en place. Et honnêtement, alors il y a beaucoup de choses à faire encore et on peut aller encore beaucoup plus loin, mais il y a une vraie prise de conscience au niveau des administrations d'école, alors d'autant que je connaisse un qui est en train de se mettre en place et qui essaie eux aussi un peu de pousser ces sujets-là. Donc je pense que ça commence à entrer vraiment dans tous les cursus et de toute façon aujourd'hui il y a de moins en moins de choix en quelque sorte. La question, c'est plus le niveau d'ambition et le discours qu'on va pouvoir raconter derrière. Il y a des écoles, je pense, qui se servent peut-être de ce côté environnemental pour en faire un tremplin pour peut-être plein de choses sur un technosolutionnisme peut-être un petit peu avancé. Je pense que, en tout cas, moi, d'autant que je m'y connais pas très bien, mais de ce que je peux voir, en tout cas, il y a une prise de conscience sur ces sujets-là qui fait que je dirais que l'acculturation, l'enseignement aux enjeux écologiques et environnementaux est de plus en plus pris en compte. Sur le secteur, t'en parlais au tout début de notre échange, des différents freins qui peuvent exister. Donc tu parlais juste avant entre guillemets, du bordel que c'est d'avoir toutes ces aides aussi qui, à mon avis, n'aident pas, qui doivent aussi être un frein. La partie emploi qui justement est pas assez poussée. Est-ce qu'il y a d'autres freins présents qui font que la rénovation énergétique avance pas aussi vite qu'elle devrait avancer? Bien sûr. Le principal frein, je pense qu'on peut en parler, c'est le coût. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas faire des travaux. Alors, c'est adossé aux aides, mais en fait, il y a évidemment beaucoup d'aides. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, c'est clair. Et donc, il y a ce sujet des mécanismes de financement qui sont en train d'être mis en place
pour permettre de massifier vraiment les travaux. Aujourd'hui, en fait, il y a de plus en plus de travaux avec l'augmentation des coûts de l'énergie qui vont en quelque sorte s'auto-financer. Si je m'explique, c'est globalement, vous allez faire des travaux qui vont diminuer votre facture. Cette facture, vous l'auriez payée dans tous les cas. Et en fait, vous allez, en faisant ces travaux, en prenant un emprunt et un emprunt potentiellement à taux zéro, etc., vous allez pouvoir en fait financer vos travaux parce que vous allez payer moins d'intérêt sur votre emprunt que ce que vous auriez payé avec vos factures. Et donc, ça, c'est des dispositifs qui sont en train d'émerger avec l'augmentation des coûts de l'énergie. Ça va rentabiliser de plus en plus les travaux. Mais il y a vraiment un vrai frein autour du financement qui relie les aides, le coût des travaux. Il y a un vrai frein au niveau du changement permanent des aides pour les artisans, les entreprises, les particuliers. Le fait qu'il y ait un aussi gros changement autour des aides, en fait, ça enlève énormément à la lisibilité. À la fois côté entreprise, c'est dur de se projeter pour une entreprise. Pour des particuliers, on s'y retrouve jamais. Et globalement, ça rajoute quand même beaucoup d'instabilité. Il y a un vrai sujet évidemment d'emploi. Il manque beaucoup de gens pour faire tous les travaux qu'on a besoin de faire et qu'on projette de faire. Et donc quand je dis des emplois, c'est comme je vous disais tout à l'heure, des emplois plutôt polyvalents, des emplois vraiment de faiseurs à proprement parler. Et il y a un dernier frein qui est peut-être lié à la... Je pense que globalement, ça reste vraiment les deux principales. Il y a quand même un dernier frein qui est les fraudes, ou en tout cas ce qu'on appelle les éco-délinquants, les margoulins dans le secteur. Des personnes, des entreprises qui sont globalement assez peu scrupuleuses, qui profitent des dispositifs d'aide pour se gaver, faire des travaux n'importe comment, qui sont pas du tout des artisans et qui aujourd'hui viennent vraiment saper la confiance des gens, et ils ont bien raison d'ailleurs de perdre confiance parce que il y a quand même des entreprises qui font aujourd'hui vraiment du sale boulot pour récupérer de l'argent. Et donc ça c'est aussi pour le coup quand même un vrai sujet dans le secteur et qui est en train de mettre du temps à se régler parce que c'est des entreprises qui s'ouvrent, qui se créent, qui durent 3 mois, qui vont faire plein de chantiers n'importe comment, qui disparaissent. Donc voilà. Et ça, pour combler ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'aller voir les labels, déjà être sûr que l'entreprise puisse être remboursable par l'État. Et il y a d'autres sujets ou pas sur lesquels on peut se méfier, on va dire, et éviter les personnes malfaisantes. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont, des éco-délinquants qui sont quand même RGE. Le RGE, c'est pas vraiment un label de qualité à proprement parler, c'est plutôt un label qui permet globalement de dire je travaille sur ces sujets-là. Non, pour faire attention aux éco-délinquants, le mieux c'est de regarder en fait l'âge de l'entreprise. C'est un premier élément intéressant. Si la boîte a moins de 2-3 ans, je vous conseille quand même de très sérieusement regarder à qui vous avez affaire. Premièrement, jamais signer de devis à la première visite. Déjà c'est interdit et généralement c'est vraiment pas une bonne idée. De manière générale, se méfier un peu des aides des travaux à 1 euro. Les travaux à 1 euro aujourd'hui, alors ça existe de moins en moins, mais ça existe encore et assez souvent quand même, c'est des offres qui sont avec des technos qui sont vraiment bradés pour pouvoir atteindre les 1 euro. Donc faire un peu attention sur... C'est quoi les travaux à 1 euro? En fait, c'est les travaux à 1 euro. On en a beaucoup entendu parler avec l'isolation à 1 euro. En fait, c'est à partir du moment où il y a des entreprises qui proposent des travaux et qui optimisent tellement les travaux qui sont aidés à 100%. Donc en fait, il vous reste qu'1 euro à payer. Donc ça, faire attention à ce type d'offres et de discours. Et enfin, ne pas hésiter à demander des références. Aujourd'hui, c'est clairement le point le plus important. Et si vous souhaitez en effet vous faire orienter vers des artisans de qualité, aujourd'hui, essayez de trouver des auditeurs énergétiques ou comme je disais, le réseau de France Rénov' aujourd'hui peut vous orienter vers des boîtes qui font bien leur boulot. Je vais terminer par les 3 questions de fin, Com, en commençant par est-ce que tu as un contenu à nous partager qui t'a marqué récemment? Alors, j'ai beaucoup de contenu, j'aurais potentiellement beaucoup de contenu à partager. J'en ai choisi un plus par rapport à la thématique et pareil pour les questions suivantes par rapport un peu à la thématique.
aujourd'hui, moi, un livre qui m'a pas mal marqué à un moment où je réfléchissais justement sur les secteurs un peu clés, c'est un livre qui a été écrit par Phil Biwix, qui s'appelle L'âge des low-tech. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est assez impressionnant, c'est que la rénovation énergétique, très concrètement, c'est beaucoup de choses qu'on sait déjà faire. La vraie question, c'est est-ce qu'on va être capable de la faire et de bien la faire? Mais toutes les briques sont déjà là. On connaît nos isolants. Alors, il y en a qui sont industriels, mais il y en a aussi qui sont biosourcés. On sait faire des travaux. Et donc, concrètement, il y a vraiment j'ai une branche assez low-tech en fait à déployer dans la rénovation énergétique. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens? Alors, pareil, une bonne action à faire, c'est de globalement se renseigner sur les bonnes préconisations de température chez vous. En fait, on se rend pas compte, mais en fait, on a tendance, de manière générale, à toujours un peu surchauffer ou surrefroidir en hiver et en été. L'ADEME, et donc c'est assez facile à trouver, préconise des températures de consigne qui dépendent en plus en fonction des pièces et qui permettent globalement, pour les suivre, de vivre très bien. Et en effet, de temps en temps, il faut mettre un pull et c'est finalement pas si normal de se dire qu'on chauffe à 25-26 degrés en hiver. Donc, si vous arrivez déjà à suivre pendant un an les préconisations de température, qui sont honnêtement très honnêtes, ce sera déjà super. Je les partagerai bien entendu. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée à recommander dans le podcast? Pareil, si peut-être pour justement un peu creuser ces problématiques de rénovation énergétique, il y a le président de Doremi, Doremi qui est une entreprise qui a beaucoup travaillé sur la rénovation énergétique justement globale, performante, qui serait très intéressant d'inviter, qui s'appelle Olivier Sidler. Ok, parfait. Merci beaucoup, Com. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Nous retrouver alors déjà sur notre site, sur La Solive, et après venir nous voir à Paris ou à Lyon. C'est aujourd'hui en tout cas les deux campus qu'on a. Ok, parfait. Je mettrai le lien, bien entendu, de La Solive dans la description de l'épisode, le lien aussi de ton LinkedIn si des personnes sont intéressées pour te contacter et peut-être aussi davantage discuter sur ces sujets-là. En tout cas, merci beaucoup, Com, pour ton temps et à très bientôt. Merci beaucoup Antoine et